à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à Clotaire Ier, dit le Vieux, 558-561, qui était un roi mérovingien, le deuxième à régner sans un royaume franc unifié après son père Clovis, 481-511. Lorsque Clovis meurt en 511, son royaume fut divisé entre ses 4 fils, mais Clotaire le réunifie en survivant à ses frères, en s'emparant de leurs terres à leur mort. Il se lance dans plusieurs campagnes militaires aux côtés de ses frères, mais également contre eux, et contribue à étendre le contrôle franc à l'ensemble de la Gaule. Vous voulez en savoir plus sur Clotaire? Venez avec moi. Le 27 novembre 511, le roi Clovis Ier meurt après un règne mouvementé de 30 ans. Grâce à une combinaison de conquêtes, de ruses et d'impitoyables assassinats, il avait uni toutes les tribus franques et étendu son territoire. À sa mort, son royaume fut partagé entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Thierry était le fils aîné de Clovis, né d'une concubine inconnue, tandis que les 3 fils cadets, tous mineurs à la mort de leur père, étaient les enfants de l'épouse de Clovis, la reine Clotilde. Cette coutume germanique garantissait que chaque fils recevait une partie de l'héritage. Les sujets francs attendaient donc de Clovis qu'il divise sa propre succession. De cette manière, les francs n'auraient pas apprécié toute autre méthode d'héritage et auraient été outrés de se voir imposer un successeur unique et désigné, surtout si cet héritier devait encore faire ses preuves au combat. Le titre de roi de tous les Francs devait se mériter et non pas s'hériter. Une autre explication de la partition est suggérée par le spécialiste Jan Hood, qui affirme que l'idée avait été mise en œuvre par la reine Clotilde en personne. En persuadant Clovis d'adhérer à la coutume traditionnelle, Clotilde garantit que chacun de ses fils recevrait une part du royaume. Dans un cas comme dans l'autre, ce partage du royaume franc créa un dangereux précédent pour les successeurs futurs, partage qui allait assurer la désunion, la fragmentation et les guerres dans le royaume mérovingien, et conduire à la désintégration de toute la dynastie. La division crée 4 bases de pouvoir distinctes en Gaule. Thierry, 511-534, règne depuis Reims. Clodomir, 511-524, hérite d'Orléans. Childebert Ier, 511-558, règne depuis Paris, et Clotaire Ier, 511-561, le plus jeune, reçut Soissons. La part du territoire revenant à Clotaire comprenait des parties de l'Aquitaine et une grande partie de la Belgique, le cœur des Francs, la tribu dont étaient issus les Mérovingiens. En 523, la reine Clotilde convoque une réunion de ses fils qui, selon Grégoire de Tours, « Mes chers enfants, vous devez certainement ressentir le mal qui m'a été fait. Vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour venger la mort de mon père et de ma mère. » Clotilde parle du meurtre de Chilpéric II de Bourgogne, son père, qui fut assassiné en 493 avec sa femme. Leur corps fut jeté dans un puits et leur assassin présumé, Gondebaud, frère de Chilpéric, s'empare de leur terre et pousse Clotilde et sa sœur à l'exil. Maintenant que ses fils avaient grandi et possédaient des armées, Clotilde les charge d'envahir la Bourgogne et de la venger. Ses fils acceptent et rassemblent leurs forces. Gondebaud était mort en 516 et le pouvoir en Bourgogne était désormais partagé entre ses fils, Sigismund et Gondomar. Les fils de Clotilde profitent de cette discorde pour lancer leur invasion et battent une armée bourguignonne commandée par Sigismund en 523. Après la bataille, Sigismund fut capturé avec sa femme et ses enfants. Il fut ramené devant le roi Clodomir, qui les fait tous exécuter, leurs corps jetés sans cérémonie dans un puits, dans une tentative macabre de vengeance poétique. Les Francs victorieux mettent alors fin à cette campagne pour la saison. Mais bien que Sigismund ait été éliminé, la Bourgogne reste invaincue, et en 524, les fils de Clotilde reviennent. Cette fois-ci, ils étaient accompagnés de leur demi-frère, Thierry, qui avait probablement été persuadé de les rejoindre dans la perspective d'un butin. Les Bourguignons les attendaient et avaient rassemblé une autre armée sous le commandement de Gondomar. Le 25 juin 524, les Francs et les Burgondes s'affrontent à la bataille de Verredzone, qui s'avère une défaite dévastatrice pour les Francs, trop confiants en eux. Clodomir lui-même fut tué
la tête coupée et plantée sur une pique. Bien que la défaite ait forcé les Francs à se retirer de la Bourgogne, il ne s'agissait que d'un revers temporaire. En 532, Clotaire et Childebert unissent leurs forces pour une troisième campagne bourguignonne, jurant de venger la mort de Clodomir, en traquant et en tuant Godomar. Les frères assiègent Autun et tuent Godomar, mais à ce stade, leur guerre de vengeance était devenue une guerre de conquête. En 534, la Bourgogne était entièrement occupée par les Francs. Avec sa capture, la conquête franque de la Gaule était totale. Le territoire fut partagé entre Clotaire et Childebert, Clotaire recevant Grenoble, Die et les terres environnantes. Immédiatement après la mort de Clodomir en 524, les trois frères survivants se précipitent pour partager ces terres. Clotaire s'empare de Tours et de Poitiers et alla plus loin encore en épousant la veuve de Clodomir. Grâce à ce mariage, Clotaire eut accès au trésor de Clodomir. Ce dernier laisse derrière lui trois jeunes fils, Théodobald, Gontier et Clodoald, qui avaient encore des droits sur les terres de leur père. Les garçons furent envoyés à Paris pour être élevés par leur grand-mère, la reine Clotilde, qui les adorait. Clotaire et Childebert, sentant que leur position était menacée par les enfants de Clodomir, complotent pour s'en débarrasser. En 532, peu avant la campagne finale des Burgondes, les deux frères arrivent à Paris sous prétexte de planifier le couronnement de leur neveu. Clotilde en fut ravie, car elle pensait que le couronnement de ses petits-fils lui permettrait de faire le deuil de Clodomir. Lorsque Clotaire et Childebert font venir les enfants, Clotilde s'exécute. Mais dès que les princes quittent la protection de Clotilde, ils furent pris à partie par les hommes de Clotaire. Théodobald et Gontier furent capturés, mais Clodoald parvient à s'échapper. Ensuite, Clotaire et Childebert envoient des hommes à la résidence de Clotilde, une paire de ciseaux dans une main, une épée dans l'autre. Selon Grégoire de Tours, ils adressent un ultimatum à la reine. Vos deux fils, qui sont nos maîtres, demandent votre décision, gracieuse reine, sur ce qu'il faut faire des princes. Voulez-vous les voir vivre avec les cheveux coupés courts, ou préférez-vous les voir morts ? Couper les cheveux longs d'un prince mérovingien signifie nier toutes ses prétentions à la royauté et le priver de son héritage. Dans le feu de l'action, Clotilde répond qu'elle préfère voir ses petits-fils morts plutôt que de les voir privés de leur droit de naissance. L'homme rapporte sa réponse à Clotaire qui s'empresse de poignarder Théodobald âgé de 10 ans à travers l'aisselle, le tuant sur le cou. Témoin du meurtre de son frère, Gontier, 7 ans, s'accroche aux pieds de Childebert, sanglotant et demandant grâce. Childebert eut pitié de son neveu et demande à Clotaire s'il pouvait épargner sa vie. Clotaire se met en colère et crie « Fais-lui lâcher, ou je te tuerai à sa place !» Clotaire arrache le garçon à Childebert et le tue d'un coup dans les côtes. Une fois les princes morts, Clotaire et Childebert font un massacre de leurs tuteurs et leurs assistants avant de quitter Paris à cheval. Clodoald, le troisième fils, réussit à éviter le sort de ses frères. Lorsqu'il apprend leur meurtre, il se coupe les cheveux lui-même, renonce à ses prétentions et mène une vie de moine. Vers 531, le demi-frère de Clotaire, Thierry, envahit la Thuringe pour se venger d'une insulte que lui avait fait le roi de Thuringe. Thierry demande à Clotaire de l'accompagner dans cette campagne, proposition que Clotaire accepte avec joie. Les frères défient l'armée d'Ermanfred. Grégoire de Tours raconte que le lit de la rivière était jonché de leurs cadavres, et les Francs les traversaient comme s'ils marchaient sur un pont. Ermanfred parvient à s'échapper, mais les Francs conquièrent rapidement son royaume et font prisonnier plusieurs de ses proches, dont sa nièce Radegonde. Thierry demande à Ermanfred de le rejoindre à Zulpich pour discuter des conditions et lui offre un sauf-conduit. Mais lorsque le roi de Thuringe arrive, il fut tué accidentellement en tombant d'un mur. Thierry et Clotaire se disputent âprement pour savoir qui aurait droit à Radegonde. Clotaire l'emporte et ramène Radegonde à Soissons où il l'épouse en secondes noces. Peu de temps après, soit en 533 ou 534, Thierry meurt et son royaume passe à son fils Théodobert Ier. Toujours aussi opportuniste, Clotaire tente immédiatement d'annexer des parties du royaume de Thierry, espérant ainsi mettre Théodobert sur la touche.
Mais contrairement au fils de Clodomir, Théodobert était un homme adulte qui avait déjà été mis à l'épreuve au combat et qui avait gagné le soutien des vassaux de son père. Théodobert conclut une alliance avec son oncle Childebert et tous deux marchent contre Clotaire, qu'ils battent au combat. Clotaire fut contraint de se retrancher, ce qui amène Théodobert et Childebert à tenter de l'assiéger pour le soumettre. Mais une violente tempête détruit leur matériel de siège, les obligeant à rompre le siège et à faire la paix avec Clotaire. En 537, les Ostrogoths cèdent le territoire de la Provence aux Francs pour assurer leur neutralité dans une guerre en cours entre les Ostrogoths et l'Empire byzantin. Les trois rois francs se partagent le pouvoir en Provence. En 542, Clotaire se rejoint à Childebert pour faire campagne contre les Visigoths, s'emparant de Pampelune et de Saragosse, avant que les Francs ne soient vaincus et contraints d'abandonner leur conquête. En 548, le roi Théodobert meurt, laissant le royaume de Reims à son fils et héritier Thibaut Ier, régnant pendant 7 ans avant de mourir en 555 sans enfant. Clotaire saisit l'occasion, marche sur Metz, épouse la veuve Vultrade afin de légitimer ses prétentions. Ce mariage fut contesté par les évêques de Clotaire qui le condamnent comme impie et incestueux, et Clotaire fut contraint de divorcer de Vultrade. Il partage le royaume de Théodobald avec Childebert. Les 4 royaumes des fils de Clovis étaient devenus 2. La reine Clotilde meurt en 544, qui ravive l'étincelle de la rivalité entre les frères. En 555, alors que Clotaire était en campagne contre les Saxons, le long de l'Eweser et de l'Elbe, Childebert vit sa chance de frapper. Il s'allie avec le fils ambitieux de Clotaire, Crame. Ensemble, ils complotent la chute de Clotaire. Grégoire de Tours décrit Crame comme un homme cruel et dissolu, extrêmement mal avisé dans presque tout ce qu'il faisait. Crame avait été envoyé par son père pour superviser l'administration des terres qui avaient précédemment appartenu à Théodobald. Prenant place à Clermont-Ferrand, Crame s'était attiré la haine des habitants de la ville en faisant tout ce qui lui plaisait, enfreignant constamment la loi et en insultant le comte local. Sous l'impulsion de son oncle Childebert, Crame étend son influence sur les territoires voisins et commence à agir comme un souverain autonome, indépendant du pouvoir de son père. Toujours occupé par sa guerre contre les Saxons, Clotaire envoie ses fils, Caribert et Gontran, pour mettre fin à la rébellion. Les frères marchent jusqu'à Limoges, où ils trouvent Crame, qui les attendait avec sa propre armée. Alors que les 2 camps se préparaient au combat, Crame envoie un messager à ses frères pour les informer que Clotaire avait été tué dans la bataille contre les Saxons. Cela suffit pour que Caribert et Gontran fassent demi-tour et marchent armés vers la Bourgogne, afin de ne pas être exclus des plans de succession. Le temps qu'ils comprennent qu'ils avaient été trompés, Crame avait capturé Chalon-sur-Saône par un siège et avait solidifié son pouvoir en épousant la fille du comte d'Orléans. Pendant ce temps, Childebert utilise la rumeur de la mort de Clotaire comme prétexte pour envahir son royaume, poussant jusqu'à Reims, pillant les terres aux alentours de la ville. Pendant un certain temps, la double menace de l'invasion de Childebert et la rébellion de Crame menacent de détruire tout ce que Clotaire avait mis toute sa vie à construire. Mais le 23 décembre 558, Childebert meurt après une longue et violente maladie. Childebert n'avait pas d'enfant, ce qui permet à Clotaire de revendiquer ses terres. Clotaire fait marcher son armée sur Paris, qui se soumet à son autorité. Il s'empare du trésor et des terres de Childebert. 47 ans après la mort de Clovis Ier, le royaume franc est à nouveau unifié, cette fois sous la bannière de Clotaire Ier. Après avoir absorbé le royaume de Childebert Ier, Clotaire rencontre Crame dans le cadre d'une trêve, mais les 2 hommes ne parviennent pas à se mettre d'accord. Comprenant qu'il ne pourra pas vaincre son père au combat, Crame prend sa femme et ses filles et s'enfuit en Bretagne, où il fut accueilli à la cour de Canao, comte des Bretons. En 559, Crame mène les Bretons dans des raids sur les territoires de son père, dévastant de nombreux villages. Clotaire n'a d'autre choix que de riposter. En novembre 560, Clotaire et son fils Chilpéric dirigent une force franque contre une armée bretonne, dirigée par Crame et le comte Canao. Après une grande et sanglante bataille, les Bretons furent vaincus, Canao fut tué, Crame s'enfuit. Ce dernier se dirige vers la côte,
où des navires l'attendent pour l'emmener. Grégoire de Tours note qu'il perd du temps à rassembler sa femme et ses filles, laissant aux hommes de Clotaire le temps de le rattraper et de le capturer. Vers décembre 560, Cram fut immédiatement condamné à mort. Il fut ligoté, placé dans une cabane avec sa femme et ses enfants. Cram fut étranglé avant que la hutte ne soit incendiée. Sa femme et ses filles furent brûlées vives. Clotaire fut rongé par la culpabilité à cause de la méthode avec laquelle il avait tué Cram. Il se serait apparemment rendu à l'église Saint-Martin-des-Tours, apportant avec lui de nombreux cadeaux dans l'espoir de se repentir des nombreuses mauvaises actions qu'il avait commises au cours de ses 50 ans de règne. En 561, alors qu'il chassait dans la forêt de Cuise, le roi Clotaire Ier fut pris de fièvre et meurt. Grégoire de Tours affirme qu'il meurt le jour du premier anniversaire de l'exécution de Cram. Ses fils survivants firent ramener son corps à Soissons où il fut enterré en grande pompe. Avec la mort de Clotaire Ier, le royaume franc fut à nouveau divisé en 4. Après une réunification de moins de 3 ans, Caribert Ier hérite de Paris, Gontran prend Orléans, Chilpéric hérite de Soissons, Siegdebert reçut Reims. Cette nouvelle génération de rois mérovingiens s'accompagne d'une nouvelle série de guerres civiles, d'assassinats, de souffrances pour le peuple de la Gaule. Ces luttes intestines constantes et acharnées, illustrées par le règne de Clotaire Ier et celui de ses fils, finirent par conduire à la fin de la dynastie mérovingienne. Comme on l'a vu, Clotaire incarne l'impitoyable ambition qui caractérise la dynastie mérovingienne. Il complote contre ses propres frères, assassine 2 de ses neveux, et exécute son fils qui s'était rebellé contre lui. Il se lance dans plusieurs campagnes militaires aux côtés de ses frères, mais également contre eux, et contribue à étendre le contrôle franc. Il eut 5 épouses, simultanées, dont beaucoup par opportunisme politique. Il engendre 7 fils. Clotaire réussit à réunir toutes les terres franques sous sa seule et unique autorité en 558. Cependant, le royaume ne reste unifié que pendant 3 ans. À la mort de Clotaire, 561, le royaume fut à nouveau divisé entre ses 4 fils survivants. Ainsi, le cycle de violence et de guerre civile dans la France mérovingienne recommence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.